Blaise Cendrars, L'homme foudroyé. Chapitre 4. La redonne. Quelques années plus tard, je me trouvais à la campagne, en train d'écrire les aventures de Dagnac. J'avais passé l'hiver dans ma petite maison de Seine-et-Oise, et j'étais sur le point de terminer le premier volume, dont il ne me restait plus qu'un chapitre à écrire. Mais l'hiver 1926-27 avait été pluvieux, il n'y avait pas eu de gelée, et quand j'allais faire un tour à travers champs avec ma chienne, j'étais fatiguée de patauger en sabots dans la terre spongieuse de l'Île-de-France. Le ciel aussi était beaucoup trop bas et trop sale. Un matin de février, comme la pluie ne cessait pas, j'embarquai mes valises, fermai la maison, mis ma voiture en marche et sifflai ma chienne. « Volga » lui dis-je, comme nous venions de dépasser le calvaire à la sortie du village et que nous attaquions la côte du bois du temps perdu. « Volga, direction générale, le midi. Cela te va-t-il? Non? Alors nous allons toujours légèrement appuyer à droite. Ainsi, rassure-toi, nous n'aboutirons pas à la Côte d'Azur. » Et c'est en appliquant ce programme que je m'arrêtai le soir à la droite de Marseille, ayant foncé à toute allure par Rambouillet, Étampes, Gien, Moulins, Roanne, Saint-Étienne, franchi le col de la République dans un mètre de neige, descendu la vallée du Rhône jusqu'en Arles par la rive droite pour éviter la route bleue trop fréquentée et la cohue des Parisiens et des snobs aux étapes, et que je découvris à la nuit tombante au bas d'un mauvais chemin en apic et très casse-gueule avec ses pierres roulantes sur lesquelles les freins n'avaient pas de prise, la calanque de la Redonne, encombrée de barques tirées sur les galets, et sa placette rocailleuse, pour moi infranchissable, vu les filets que l'on avait mis à sécher à même le sol. J'ai un respect superstitieux du travail humain, j'entends du travail des humbles, et je ne puis jamais oublier que les premiers évangélistes furent choisis parmi les pêcheurs. Bien que je fusse éreinté par ma randonnée et impatient de mettre pied à terre, aucune force au monde ne m'aurait fait franchir, en roulant en auto sur ces filets étalés, les quelques mètres qui me séparaient de l'auberge. J'actionnai mon klaxon. Quelqu'un vint accrocher un fanal sur le seuil et rentra dans l'auberge en refermant la porte. Où étais-je tombé? Quel bled! J'actionnai encore et encore mon klaxon. Personne ne bougeait. Alors je me décidai à aller prier ces gens de bien vouloir venir retirer leur filet. J'ordonnai à Volga, qui elle aussi avait envie de s'étirer les pattes, de ne pas bouger, et je franchis avec 1000 précautions les quelques mètres qui me séparaient de la maison. J'évitai de justesse une escarpolette qui pendait de la maîtresse branche d'un platane. « C'est moi, dis-je en poussant la porte. J'arrive de Paris. Je voudrais dîner et avoir une chambre. Est-ce qu'on ne pourrait pas retirer ces filets? Je ne voudrais pas les déchirer en roulant dessus. Est-ce que vous avez un garage? Sinon, je remiserai l'auto sous le platane. Je suis vannée. » Les gens paraissaient ahuris. Il y avait là une demi-douzaine de pêcheurs, une femme avec un bébé au sein derrière le comptoir et une bonne vieille habillée de noir qui tricotait au coin du feu. J'étais en sabots et en culotte de cheval, les mollets moulés dans d'éblouissants bas écossais, le torse dans 2-3 chandails versicolores, la tête engoncée dans une casquette à carreaux dont la visière était tournée sur la nuque, et j'étais crottée jusqu'aux yeux pour avoir roulé toute la journée à tombeau ouvert. « Attendez, dis-je aux hommes qui se remuaient, je paie d'abord le pastis, c'est ma tournée, à la vôtre. » Et je me présentai, et l'on trinqua. Et puis, il y a aussi mon chien. Et j'allai sur le seuil siffler Volga. « Donne la patte, dis-je à Volga. » Volga fit le tour de la société. La glace était rompue. Je donnai un coup de main aux hommes pour replier leurs filets. Ils m'aidèrent à remiser la voiture sous un hangar dans la cour, derrière la maison. On déchargea mes valises. On but encore une tournée.
Les hommes s'en allèrent. Je me mis à table et fis un bon repas. La jeune femme me présenta à son mari qui venait d'entrer par une porte de derrière et qui sortait d'un sac 5 ou 6 lapins pris au collet dans les collines, et la vieille me mena dans ma chambre, un chandelier à la main. Je me couchai, prête à m'endormir, mais Volga tourna longtemps en rond, cherchant un bout de tapis. La pièce était meublée d'un étroit lit de fer et d'un pot de chambre ébréchi. J'avais accroché mes vêtements à des grands clous plantés dans les planches, mal équarries, qui formaient cloison et dont on avait fait sauter tous les nœuds du bois, ce qui faisait autant de voyeurs qui donnaient dans les pièces de gauche et de droite. Mais cette nuit, j'étais seule à l'étage. Il y avait des inscriptions à la craie et au crayon encre et des initiales, des dates, des cœurs percés d'une flèche gravés au couteau, et naturellement quelques symboles obscènes et des dessins érotiques. Comme je devais l'apprendre plus tard, cette auberge était une ancienne cantine et l'étage avait servi de dortoir aux carriers et aux mineurs qui avaient travaillé à la construction de la voie ferrée dont un viaduc tout neuf enjambait la Redonne. Il n'y avait aucun confort, même pas un pot à eau. Je n'avais pu faire ma toilette. Je soufflai la camoufle. Comme Volga, je dormis mal. Plusieurs fois, les trains qui passaient sur ma tête me réveillèrent en sursaut. Mais au matin, quelle joie! Le soleil remplissait la chambre et la mer la fenêtre. Je courus faire une pleine eau, et comme je m'ébattais dans cette conque parfaite qu'est la Redonne, un cercle d'eau bleue comme le lac intérieur d'un atoll, je vis passer sur le viaduc un train lancé à toute vapeur et se composant exclusivement de fourgons longs comme des wagons-lits, le train du courrier bi-hebdomadaire, la Malle des Indes. Sorti de l'eau, j'achetai dans l'unique boutique du pays un blouson de matelot et 2 paires de ces espadrilles montantes qui permettent aux chasseurs du pays de grimper dans les rochers. J'avais adopté l'endroit. Ce train à la Jules Verne m'avait conquis, et il est bon, quand on vient dans la solitude pour travailler à un livre, de se fixer à proximité d'une voie ferrée et de voir par sa fenêtre passer les trains. Ce trafic marque le temps et crée un lien entre la marche silencieuse de la pensée et l'activité bruyante du monde. On communie, on se sent moins seul, et l'on comprend que l'on écrit pour les hommes.